Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Agora, ce numéro d'Agora consacré aujourd'hui au livre du professeur Ousmane Omar Kane intitulé Beyond Tombouctou, au-delà de Tombouctou, l'histoire intellectuelle de l'Afrique occidentale musulmane. C'est un livre donc qui revient largement sur l'enseignement islamique, mais également une civilisation dont une grande partie a été, on peut le dire, donc ignorée, sinon donc abandonné, et qu'il a eu donc le soin d'aller voir et chercher pour publier donc un livre qui revient largement sur l'enseignement islamique et les grands centres qui ont eu à produire de grands intellectuels et des érudits, notamment en Afrique occidentale. Ce numéro d'Agora donc revient largement sur au-delà de Tombouctou, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire voir ou bien qu'est-ce que l'auteur a pu voir pour donc informer actuellement donc sur l'islam et son évolution qui continue à s'adapter donc aux réalités de ce monde. J'anime donc cette émission en compagnie de Mariama Niass du desk internet de Walfadjri. Mariama, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec le professeur Ousmane Kane, professeur titulaire de chaire Islam et société musulmane contemporaine. Il est donc à Awad University. Ousmane Kane, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes également avec M. Ibrahima Sall, secrétaire exécutif du CODESRIA, organisme panafricain de recherche sciences sociales. Ibrahima Sall, bonsoir. Bonsoir. Voilà, heureux de vous compter donc parmi nos invités et merci d'avoir répondu à l'invitation. Mariama, donc je pense pour démarrer, nous allons tout de suite démarrer avec M. Ousmane Kane, qui est donc l'auteur de ce livre, donc Beyond Tombouctou. Professeur Ousmane Kane, au-delà de Tombouctou, qu'est-ce que vous avez pu voir ou qu'est-ce que vous avez voulu faire voir à ceux qui n'ont pas eu la chance d'observer ou d'apprendre au-delà de Tombouctou? Oui, tout d'abord, je tiens à remercier Wolf TV d'avoir bien voulu nous accueillir sur ce plateau pour présenter ce livre. C'est un très grand honneur pour moi. Alors, j'ai écrit ce livre principalement pour deux raisons. La première raison, c'est pour faire connaître l'histoire de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest. Car il y a une longue histoire d'écriture en langue arabe, mais aussi en langue africaine avec le caractère arabe. En Afrique de l'Ouest, nos érudits ont beaucoup produit. Il y a aussi eu beaucoup de recherches sur ces écrits. Il y a aussi eu des traductions en français et en anglais de ces écrits, mais malgré tout, ces écrits restent méconnus. Donc ça, c'est la première raison. Donner ou écrire un ouvrage d'un seul tenant, un livre d'un seul tenant qui raconte cette histoire. La deuxième raison qui est liée à la première, c'est d'attirer l'attention des intellectuels europhones, c'est-à-dire qui ont été formés à l'école occidentale et qui écrivent en langue européenne, le français, l'anglais, le portugais essentiellement, qu'il y a au fond une autre histoire de l'érudition que celle uniquement en langue occidentale. En guise d'illustration, le premier collège d'enseignement en langue occidentale en Afrique de l'Ouest a été créé en 1827. Il s'agit de Foura Bey College, n'est-ce pas? Mais au moment où Foura Bey College avait été créé, au début du XIXe siècle, il existait de nombreux centres d'érudition où les gens, où les musulmans lettrés de différentes ethnicités enseignaient toutes les disciplines du savoir conventionnel islamique. Ils écrivaient et nous en avons un témoignage non seulement par les écrits, les manuscrits qui sont restés, mais même par les récits des voyageurs et des explorateurs arabes et européens. Donc, pour montrer qu'il y a cette tradition d'érudition, qui bien sûr a été marginalisée au lendemain de la colonisation occidentale, donc au tournant du XXe siècle, mais qui donc existe, et pour éclairer le public sur tous ces débats concernant le djihad, la construction étatique, l'esclavage, etc. Et il y a des centaines de milliers de manuscrits qui sont préservés dans des bibliothèques privées, mais aussi dans des bibliothèques publiques comme à l'IFAN, comme aux archives de Zanzibar, comme aux archives de Kaduna au Nigeria,
comme aux Archives nationales du Soudan, etc. Donc, qui constituent donc un témoignage vivant de cette tradition d'érudition, mais ce fonds-là n'a pas encore été beaucoup exploité. Il y a eu un travail de catalogage, de numérisation des manuscrits, mais en ce qui concerne l'analyse, très peu de ces manuscrits ont été analysés et il est important que les philosophes et tous ceux qui écrivent sur l'histoire de l'Afrique soient au courant de cette bibliothèque islamique, de ces écrits des lettrés arabisants. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre qui en anglais mais qui va paraître aussi en français. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage au Codes Syria qui a été le parrain de cette recherche, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, dont le secrétaire exécutif ici présent a bien voulu venir, car le Codes Syria est un organisme qui a beaucoup soutenu la recherche et qui encourage les intellectuels africains à développer leurs propres perspectives, une réflexion autonome sur les problèmes africains. Et donc, il y a beaucoup de projets qu'ils ont soutenus, et donc, y compris celui-ci, y compris la traduction du document que j'avais produit, intitulé Intellectuel non europhone, qui a été traduit en arabe et en anglais et publié par le Codes Syria, et qui a, n'est-ce pas, contribué à donc attirer l'attention du public sur cela. Et il y a aussi le livre Tombouctou pour une histoire de l'érudition en Afrique de l'Ouest, dirigé par le professeur Souleymane Bachir Diagne et Chamil Djepi, qui aussi a été publié par le Codes Syria, donc traduit en français aussi par le Codes Syria. Donc je voulais profiter de l'occasion pour le rendre hommage pour ce travail. Mariam, vous avez pu lire le livre et qui fait également peut-être paraître beaucoup de références et de repères que les gens croyaient déjà perdus. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que le livre est une sorte de bibliothèque pour nous, les jeunes, parce que ça nous permet déjà de voir qu'il y a énormément d'intellectuels qui sont africains, parce qu'on est africains, et c'est vrai que ça nous fait plus plaisir d'apprendre des auteurs qui viennent de chez nous. Et donc, on ne connaît pas vraiment ces auteurs. Quand on a été à l'école française, à l'école occidentale, on ne connaît pas vraiment ces auteurs. Et c'est vrai que lire ce livre, ça nous permet de pouvoir nous intéresser un peu à la recherche. Au niveau du Codes Syria, Ibrahim Hassan, vous avez donc soutenu un travail de ce genre, des travaux qui à chaque fois donc permettent quand même au grand public d'avoir accès à des choses peut-être que les gens n'avaient pas pu imaginer. Beaucoup d'ailleurs, comme l'a souligné tout à l'heure Ousmane Kane, ignoraient l'existence de ces documents, et pourtant des érudits ont été formés, c'est un creuset du savoir. Et aujourd'hui donc, comment avez-vous apprécié ce travail, mais également quelle lumière avez-vous aperçu par rapport à ce que M. Kane a pu aborder dans ce livre? Permettez-moi d'abord de remercier Wolf TV pour l'invitation et de nous donner l'occasion effectivement d'être là pour discuter de cet ouvrage important et de saluer évidemment les téléspectateurs. Je pense que le professeur Kane l'a dit lui-même. En fait, ce qui intéresse au Codes Syria vraiment, c'est de faire en sorte que l'Afrique soit le maître ou maîtresse de sa propre pensée et de sa propre réflexion sur le monde, et qu'on ne nous fasse pas voir les choses chez nous ou le monde autour de nous avec les lunettes des autres, en quelque sorte. Et donc, pour le faire, il faut qu'on reconnecte avec notre histoire, histoire économique, histoire sociale. Cheikh Anta Diop et d'autres nous disent ça longtemps avant nous. Mais que l'on puisse aussi sortir de l'enfermement dans lequel on risquait de se retrouver si on se limitait aux modes de pensée et aux structures que nous avons héritées à partir de nos contacts avec l'Occident. Le professeur Kane l'a bien dit, si on dit qu'aujourd'hui les institutions d'enseignement supérieur ou tertiaire, la plus ancienne c'est Forebé College en Sierra Leone, ça c'est vraiment ignorer effectivement le fait qu'il y a des centres qui ont existé longtemps avant cela, des centaines d'années avant cela. Tombouctou, on parle de cela, mais avant Tombouctou, il y a eu Alexandrie, la bibliothèque où il y a énormément de manuscrits enseignés.
Et donc, on a des traditions intellectuelles anciennes, des institutions d'enseignement et de recherche, des centres d'érudition très très anciens, des traditions donc intellectuelles, et que si on ignore ces traditions-là, évidemment, ce serait une grande perte, quoi. Donc, comme vous le dites, en regardant l'ouvrage, on voit bien l'importance de référence seulement est une bonne indication de l'importance justement de cette collection-là, de ces collections, parce qu'il y en a en plusieurs langues d'ailleurs. Et donc, le professeur Kane a eu cette excellente idée de se plonger dans cette littérature et au-delà du catalogage des manuscrits, de commencer déjà à rentrer dans le contenu des textes et à faire ressortir ce qui a été justement le contenu de ce texte-là. Et en fait, il fait plus que raconter l'histoire intellectuelle. Parce qu'en le faisant, d'abord, il répond à plein de questions et voilà, beaucoup de préjugés, beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à l'Afrique qui ne sont pas exactes. La première, c'est tout ce qu'on entend, et c'est ça l'argument, d'ailleurs, qui présente ça comme l'un des arguments principaux de l'ouvrage, c'est que les Africains ne savent pas vivre ensemble, en fait. Si on a des conflits, c'est parce qu'on est dans le parochialisme le plus étroit. C'est des groupes ethniques qui n'arrivent pas à cohabiter, des langues qui n'arrivent pas à cohabiter, etc. Et il montre qu'en fait, ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup de groupes sociaux, de communautés qui sont pluriethniques, plurilinguistiques, plurilingues, et puis qui ont su transcender les identités particulières. Voilà. Et il prend, et c'est ça qui est intéressant, son histoire familiale. Il a grandi dans un milieu où il y avait tout le monde. Il y avait des gens qui parlaient plusieurs langues, qui étaient originaires de plusieurs pays. Et au sein de sa famille même, comme il le dit lui-même, il a des cousins qui sont Hausa, d'autres qui sont Mauritaniens, d'autres qui sont Wolof, d'autres qui sont Halpulaar. Et ça, c'est un peu parce qu'il y a eu quelque chose qui lie les gens, qui est beaucoup plus important que les identités particulières. Voilà. C'est l'islam, c'est des modes de socialisation plus importants. C'est aussi un personnage, en fait, son grand-père qui était au centre de tout ça. Et donc, pour dire que finalement, l'histoire de l'Afrique, on doit la revisiter. Et l'un des grands projets du CORESA ces dernières années, c'est une réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Ça procède de la même idée, comme l'UNESCO a réécrit l'histoire générale de l'Afrique. Donc, la deuxième chose, et je ne vais pas en dire peut-être plus pour le moment, c'est que le livre montre que en fait, l'écriture n'est pas étrangère à l'Afrique. C'est pas le continent de l'oralité, comme on le dit. Si l'oralité est importante, l'écriture a une histoire très ancienne dans notre continent. L'écriture utilisant le script arabe, mais c'est également l'utilisation de Amharique. Les Éthiopiens écrivent avec l'écriture depuis très longtemps. Voilà. Et voilà, donc l'écriture ne nous est pas étrangère. Et alors, lui, il prend tout ça et puis il rentre maintenant dans le fond de comment ça s'est passé à Tombouctou en particulier, qui était l'un des principaux centres. Mais la troisième chose, ce qu'il montre, c'est que Tombouctou était un centre parmi beaucoup d'autres. Au-delà de Tombouctou, effectivement, c'est pour dire qu'il y avait beaucoup d'autres centres. Et après Tombouctou, il y a eu d'autres. Ça a continué. Ça ne s'est pas arrêté à ce qui s'est passé au 14e, au 15e, au 16e siècle. Ça a continué et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est ça la richesse de l'ouvrage. Il traverse les siècles. Et il montre comment l'érudition a évolué, et comment les modes de transmission du savoir ont évolué, et comment les débats même ont évolué. Et je pense que c'est l'un des aspects pour moi que j'ai trouvé les plus intéressants. C'est justement les débats que les gens avaient entre eux. Évidemment, des débats théologiques, mais également des débats liés à plein de choses, quoi. À la race, à l'histoire, à l'esclavage, et tout ça est dans l'ouvrage. Donc je pense qu'il faut féliciter l'auteur de ce livre. Peut-être juste poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est déjà un début de travail pour que peut-être on ait peut-être pour qu'on soit prêt à étudier, un jour avoir dans les écoles plus de contenu d'intellectuels de nos pays. Intégrer ce programme au sein des programmes. Par exemple, étudier, en philosophie, ne plus étudier que les philosophes occidentaux, les grands auteurs occidentaux. Revenir sur nos pensées. Absolument. C'est un appauvrissement en fait, de limiter le contenu de l'enseignement dans nos écoles
à ce qui est contenu dans les manuels ou à des références à des auteurs occidentaux. Il y a eu des très grands intellectuels africains qui ont même inspiré les intellectuels occidentaux. Il cite le cas d'Ibn Khaldoun, qui est l'un des grands écrivains d'Afrique du Nord, qui vit en Tunisie à un moment donné, ou c'est qui est la Tunisie actuelle, qui est reconnu comme étant l'un des pères fondateurs de la sociologie, que des gens ont repris ailleurs en réécrivant un peu ce qu'il dit, quoi. Donc nous avons des grands écrivains, il y a eu des grands débats, et c'est vraiment important de mieux connaître ça. Donc il faudrait d'autres ouvrages et d'autres recherches pour exploiter les manuscrits et justement savoir aussi ressortir tout ça sous des formats qui permettent à ce que les programmes scolaires, les curricula s'enrichissent justement avec le contenu qui est Ousmane Omar Kane, avant c'était le colonialisme, après le colonialisme, on a vu que l'Afrique avait aussi, à travers ce livre en tout cas, une organisation, une méthode. Mais quel intérêt y avait-il à brider cette pensée au point que les gens l'ignorent? Si vous me permettez de revenir sur le colonialisme et le rôle qu'il a joué dans la marginalisation de ce savoir et de cette tradition d'érudition, bon, à la fin du 19e siècle, lorsque les troupes françaises ont vaincu l'État omarien, donc elles ont confisqué les manuscrits de la bibliothèque omarienne qui a été transférée en France à la Bibliothèque nationale sous le nom de Fonds Archinard. Archinard était le commandant militaire qui dirigeait cette expédition. Donc pendant tout l'essentiel du XXe siècle, ce n'est qu'en 1985 que ce fonds a été archivé en partie, a été catalogué. Donc on ne savait même pas où ce fonds, où ces bibliothèques se trouvaient. Cette bibliothèque se trouvait. Et ça, ce n'est pas le seul cas, hein. Il y a eu d'autres cas. Et puis donc, du coup, craignant que le livre soit confisqué ou perdu, il y a des érudits qui ont soit enfermé ces livres dans des chambres qu'ils ont murées, ou alors creusé des trous et où ils ont enterré ces écrits, ce qui fait que donc on a pu ainsi occulter cette tradition d'érudition. Maintenant, la mise en place d'un système d'éducation en langue occidentale où les gens étaient formés essentiellement en français, en anglais, où pour réussir il fallait avoir un diplôme en langue occidentale, tout ça a contribué à marginaliser davantage cette tradition d'érudition. Mais malgré tout, les arabisants ont résisté, n'est-ce pas? Ils ont essayé de s'inspirer de nouvelles pédagogies coloniales et moyen-orientales pour créer des écoles qu'on appelle les écoles franco-arabes, qui existent aussi dans les pays anglophones au nom de Islamia School. Et donc, et tout ça a fait que donc, cette tradition a pu continuer à exister après la colonisation. De nombreux Africains étaient envoyés dans les pays arabes où ils ont étudié au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Caire, en Arabie Saoudite, ailleurs. Et donc des milliers d'intellectuels ont été formés dans cette tradition. Et il y a l'ouvrage de Yuri Sall sur l'université d'Al-Azhar, donc qu'il appelle donc la deuxième institution d'établissement supérieur du Sénégal, où des milliers de Sénégalais ont été formés, n'est-ce pas, ont été diplômés. Donc cette tradition a continué à s'adapter. Et ensuite, il y a eu de nombreuses universités qui ont été créées. Il n'y a pas moins que 30 à 40 universités maintenant islamiques en Afrique subsaharienne, soit universités ou facultés d'études islamiques. Il y en a à Pékin, il y en a à Pire Saniokhor, il y en a d'autres. À Mermoz, il y a une université créée par les chiites. Et il y en a en Ouganda et dans d'autres pays. C'est-à-dire que ça veut dire que cette tradition maintenant s'adapte. Avant, c'était essentiellement dans les écoles, dans les mosquées, et chez les érudits que l'enseignement s'est dispensé. Mais maintenant, il y a des structures, n'est-ce pas, modernes qui prennent en charge l'enseignement supérieur islamique. Donc cette tradition a continué à s'adapter et les arabisants ont continué à écrire, à intervenir dans le débat public, comme le prouve bien sûr l'exemple de Sidi Lamine Niasse qui a écrit en arabe, mais aussi qui a écrit en français et d'autres. Donc cette tradition existe, elle est très vivante, très forte, mais malgré tout, elle demeure à être
elle demeure un peu méconnue et donc surtout dans sa profondeur historique. Et je pense que ça c'est très important qu'on en prenne conscience. D'autant plus que maintenant beaucoup d'écrits ont été traduits. Le professeur Rawan Bey a traduit les livres de Sidi Haj Malik radiyallahu anhu. Il a aussi traduit le livre intitulé Joyaux de signification, Jawahir al-Ma'ani, qui est le livre principal de la Tijaniya, ou en tout cas le deuxième livre le plus important après qui est le premier livre le plus important, donc la plus importante source, Jawahir al-Ma'ani. Et d'autres ont traduit beaucoup d'écrits. Le professeur Mbaké de l'IFAN a traduit Dr Khadim Mbaké, Minan al-Baqi al-Qadim, fi Sirat Cheikh al-Khadim, qui est une biographie de Cheikh Ahmadou Bamba par Selim Bachir. Et il y a d'autres, les anglophones, les francophones qui ont traduit. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'informations maintenant disponibles en langue occidentale sur ces traductions. J'offre une géopolitique des sources dans laquelle je passe en revue toutes ces traductions pour dire que si on veut apprendre plus sur ces traductions, on peut le faire déjà. Bien sûr, maintenant, comme l'a dit Mariam, il faudra introduire les écrits de ces penseurs et de ces lettrés musulmans dans le cursus d'éducation. Parce que si on enseigne la philosophie et on enseigne la littérature, en négligeant, n'est-ce pas, la pensée ou la philosophie des auteurs les plus importants, car finalement, combien de personnes suivent Cheikh Ahmadou Bamba? Des millions. Ou El Hadj Ibrahim Niass, ou Mohamed Khalifa Niass, ou Sidi Haj Malik, ou d'autres. Donc ce sont des gens qui ont un grand impact, dont la pensée et l'action ont un grand impact, mais qui restent pas suffisamment connus. Et je pense qu'il faudrait effectivement que ces écrits-là puissent être introduits dans le cursus. Est-ce que ce n'est pas parce que ces gens-là sont plus évalués au plan idéologique qu'au plan de la formation? C'est-à-dire que c'est l'idéologie musulmane qui dérange parfois, et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais on voit que l'islam n'est pas ennemi au modernisme, mais avec même le modernisme, on voit que le combat aussi a pris d'autres pistes. À chaque fois, c'est la diabolisation à outrance, et c'est l'attaque aussi de ces idées placées dans un autre contexte. J'aimerais juste rajouter, dans la conscience collective, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas la même chose d'avoir des intellectuels musulmans que des... Oui, moi je pense que ça c'est une erreur et c'est dans une certaine mesure une compréhension un peu étriquée de ce qu'on appelle la laïcité. Le Sénégal, n'est-ce pas, en 2010, selon une étude faite par Pew Forum on Public Life, Pew Forum on Religion and Public Life, qui est une institution basée aux États-Unis, était le pays, n'est-ce pas, le plus religieux du monde, car 98% des Sénégalais qui avaient été interviewés disaient que la religion est très importante pour leur vie. Donc ça veut dire que si la religion est importante pour leur vie, est très importante pour leur vie, on doit tenir compte de cela dans le système éducatif et enseigner la religion, c'est-à-dire pour que les gens puissent bien la comprendre, n'est-ce pas? Et alors, un pays comme la France, 7% des gens seulement disaient que la religion était très importante pour leur vie. Donc on n'a pas une même compréhension, c'est-à-dire des rapports entre religion et État. Et je pense qu'il faut tenir compte de cette spécificité, de cette importance de la religion. Et que la religion, au fond, fournit en même temps un système philosophique et des ingrédients par lesquels les gens donnent un sens à leur propre existence. Donc c'est à ce sens qu'elle doit être étudiée par les gens et ne pas seulement ne pas avoir cette peur, n'est-ce pas, de l'épouvantail, que la religion est un danger pour la société, etc., ou la religion est l'opium du peuple. Ça, ce sont des slogans qui, je pense, que ne sont pas très utiles. Il faut tenir compte de la spécificité de notre peuple et de savoir que tout ça fait partie de notre héritage culturel et que les gens, et qui doit être enseigné, n'est-ce pas, dans les écoles. Parce qu'en fait, comme l'a dit Ousmane Omar Khan, la religion est une chose importante, mais aussi, même ceux qui la combattent aujourd'hui savent que c'est une chose importante, mais peut-être concernant maintenant les intérêts, concernant aussi peut-être les idéologies, la formation, parce que les gens de formation islamique en général sont marginalisés et la promotion sociale aussi se fait sur la base d'autres diplômes. Et pour continuer aussi cette méthode, je pense qu'ils trouvent toujours leur intérêt dans ce combat. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour endiguer ce fléau, parce que déjà la diabolisation continue?
Oui, effectivement. Je pense qu'il faut revenir d'abord sur ce que vous avez dit là, par rapport à la manière dont le milieu intellectuel est fragmenté et que les barrières sont établies entre justement de différents types de communautés intellectuelles, différents types de traditions intellectuelles et une hiérarchie construite entre différentes traditions et qui consiste à mettre au top les modes qu'il appelle orophones. C'est-à-dire tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'Occident, l'Europe et aux États-Unis. Et on marginalise donc tout le reste. Et on sait que finalement, ça c'était une construction qui ne faisait que retarder davantage si on s'y limitait. Je pense que ce qui est bien, et le livre le montre, c'est qu'il y a eu une évolution de plusieurs côtés. Je pense que les écoles islamiques et les institutions arabisantes ont évolué, ont suivi un parcours qui les rapproche davantage des institutions dites modernes universitaires. Il y a les universités, la trentaine d'universités auxquelles il a fait référence là, une bonne partie maintenant utilise des critères d'évaluation qui peuvent être comparés aux critères d'évaluation des universités modernes. Donc je pense que les bases sur lesquelles on a établi les hiérarchies là commencent à s'effriter là un peu. Et beaucoup de choses ont contribué à ça. La technologie a contribué à le faire. Les modes de communication sont beaucoup plus importants. Les Africains eux-mêmes et les musulmans sont beaucoup moins inhibés maintenant par rapport au discours dominant. Et ce que je disais au départ, c'est que nous, notre volonté, c'est d'avoir un discours qui nous est propre. C'est de pouvoir être au moins, avoir une certaine maîtrise des discours et des narratifs, comme on dit, qui sont tenus et qui sont produits et qu'on participe justement à la production de ces discours-là. Et en le faisant, nous, on tient compte évidemment de nos réalités, et de nos cultures, de nos sociétés, de nos religions et de tout ce qui est important pour nous et dans notre vie. Deuxième chose importante, c'est que, et comme il a dit, il y a un chapitre consacré à la géopolitique des sources. Et une des choses que le livre montre, c'est que les études islamiques et les études de la culture arabe ne sont plus seulement confinées à ces milieux-là. Les universités modernes ont des départements d'études arabes et islamiques importants. L'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, un grand département d'études arabes, que notre ami Abdoulaziz Kébé dirige, et où les gens vont et reçoivent des diplômes qui sont aussi valables que n'importe quel autre diplôme. Et je pense qu'il y a aussi une évolution du système dominant qui s'ouvre un petit peu plus par rapport aux autres savoirs. Et il est reconnu aujourd'hui que limiter les savoirs aux savoirs produits seulement à l'université même, c'est un appauvrissement, ça ne tient pas compte de tous les autres savoirs et de tous les intérêts qui existent en dehors. Et la deuxième chose, c'est à partir de là, créer une hiérarchie qui consisterait à mettre certains savoirs au top et sans les déconstruire, sans les interroger, sans les justement les adapter ou s'en approprier à tel point comme pour les enrichir nous-mêmes, ce serait une limitation. Et maintenant, avec tout ça, là, on vient la religion, où effectivement il y a l'islam il y a une crainte de l'islam, il y a un discours anti-islamique qui tend à se répandre un peu partout maintenant. Et ce n'est pas par hasard, comment dire, là, quand on regarde de plus près, on voit bien comment c'est instrumentalisé ceux qui tiennent ce discours-là souvent. Et ce sont des gens qui utilisent ce discours justement à plusieurs types de fins, quoi. À plusieurs types de fins. Mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est que l'on soit à la limite les maîtres de tout ça, pour ce qui, en tout cas, ce qui se passe chez nous. Ce qu'on décide d'enseigner dans nos écoles, ce qu'on décide de retenir comme critère d'appréciation de la valeur d'un diplôme ou de la valeur d'une recherche ou d'une publication, et ça devrait être quelque chose qui ne s'est pas seulement déterminé par les gens assis ailleurs et qui distribuent des points selon eux ce qu'ils considèrent comme étant important. Et malgré tout ça, le CODESRIA continue d'appuyer ses recherches, l'école africaine. Est-ce que ça ne se ressent pas souvent, peut-être au niveau des moyens, au niveau des méthodes, au niveau des convergences d'idées par rapport au reste du monde? Oui, absolument. C'est que le CODESRIA, comme je dis, nous, le CODESRIA estime que l'Afrique est une. Hein, et il n'y a pas une hiérarchie à établir entre tel savoir et tel autre savoir. L'ambition, c'est de connecter, c'est de transcender toutes les barrières, en fait, qui empêchent à ce que l'on puisse connecter le savoir, connecter les communautés et connecter avoir une pensée qui serait africaine, qui nous permettrait, nous,
de nous concerter entre nous pour pouvoir faire face aux grands défis auxquels le monde, le continent est confronté. Et le professeur Samir Amin le disait l'autre jour, là, encore au Codesria, c'est que l'idée c'était de faire du Codesria un espace dans lequel des intellectuels africains pourraient s'engager dans une réflexion indépendante et audacieuse sur les problèmes du monde contemporain. Donc à partir de là, il n'y a pas de discrimination à faire entre, bon, mais ça c'est tel type d'intellectuel africain, il ne nous intéresse pas, c'est nous autres qui nous intéressent. C'est pour ça que ce qui est dans les manuscrits de Tombouctou, ce qui est dans les collections privées qui existent à plusieurs niveaux, et beaucoup de recherches ont montré qu'il y a des collections familiales et à plusieurs niveaux. Le livre de Lamine Sané a montré que celui de Diakhanké par exemple, il appelle ça d'ailleurs le sous-titre, c'est l'histoire d'un peuple des clercs, non, on dit, musulmans, lettrés quoi. Le Diakhanké, c'est un sous-groupe ethnique de cette sous-région-là, mais il montre que c'est des grands intellectuels en fait qui ont une tradition d'écriture et qui conservent les manuscrits et qui s'assurent qu'il y a une transmission de savoir à ce niveau-là. Donc le Codesria cherche à connecter les savoirs, à connecter les espaces, à faire en sorte qu'on ait une maîtrise de tout ça là et que l'on n'exclue personne. C'est un peu présomptueux que de croire que, puisqu'on sait lire en anglais et en français, eh bien, on est une supériorité quelconque, on a une supériorité quelconque par rapport à ce que d'autres font. Voilà. Maintenant, comme vous dites, c'est pas toujours facile de faire ça comme on souhaite le faire. Nous avons, il y a quelques années, lancé un programme qu'on appelle Arabophone, qui a comme ambition une initiative arabophone pour regarder un peu les différentes manières par lesquelles la culture arabo-islamique est répandue un peu, pas seulement en Afrique du Nord, mais également au Nigeria, en Tanzanie, en Mauritanie, au Soudan et un peu partout, quoi. Et donc, l'idée c'est de dire que finalement, il faudrait qu'on sache non seulement mieux savoir, mieux comprendre les interactions entre les différentes cultures et les échanges qui existent, et les enrichissements mutuels qui existent, mais également que l'on sache le faire dans les langues, justement, y compris la langue arabe. Nous avons une initiative lusophone qui a comme ambition de mieux intégrer la communauté qui travaille dans la langue portugaise dans la communauté du Codesria, la communauté africaine de recherche, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle est un peu marginalisée. De la même façon, quand on parle du monde arabe, les 2/3 se trouvent en Afrique, en fait, des Arabes, de la population du monde arabe, les 2/3 sont en Afrique. C'est toute l'Afrique du Nord. S'il y en a 500 000 personnes, au moins les 300 000 habitent en Afrique. Et ces gens-là ont comme langue de travail principale l'arabe, et bien continuer à travailler en anglais, en français, n'est pas tenu compte de ce fait-là, ne leur permettrait pas de s'intégrer pleinement dans un débat africain à proprement parler. Pour le panafricanisme véritable que nous a légué les Kwame Nkrumah, comme les Nasser et les Cheikh Anta Diop et les autres, c'est le panafricanisme continental qui ne fait pas de différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, parce que justement il n'y a pas de frontières, c'est plutôt des zones d'échange qui existent dans les années. Et Tombouctou, encore une fois, est la meilleure illustration du fait que c'était un point de convergence où les gens venaient de partout pour y séjourner et échanger. Parce qu'avec Ousmane Omar Kane, parce que vous qui enseignez peut-être ces matières, peut-être dans un pays qui peut-être est aujourd'hui, qui se considère en tout cas comme une cible du terrorisme, est-ce que vous n'êtes pas regardé sous le charme d'un nom spécifique qui veut amener quelque chose dans un pays peut-être qui rejette déjà, parce qu'avec l'affaire du 11 septembre déjà, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'imposer ces genres de réflexion qui touchent l'islam et la science islamique. Oui. Vous savez, c'est après le 11 septembre que les Américains ont ressenti la nécessité de mieux comprendre l'islam. Et c'est dans ce cadre que de nombreuses universités ont créé des départements et des chaires, y compris la mienne, n'est-ce pas, pour développer l'enseignement de l'islam, pour que les gens puissent mieux comprendre l'islam. Car il y avait, au fond, cette conviction que peut-être que tout ce qui arrive résulte en partie d'ignorance ou de méconnaissance, etc. Mais je pense qu'il faut aussi faire le point sur l'origine du terrorisme, l'origine de l'idéologie djihadiste.
elle remonte en Afghanistan. L'idéologie djihadiste sous sa forme moderne. Lorsque des pays occidentaux, lorsque les États-Unis notamment, l'Union soviétique, lorsque les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Pakistan, n'est-ce pas, se sont mis ensemble pour, n'est-ce pas, organiser une lutte anti-soviétique. C'est là qu'on a recruté des dizaines de milliers de personnes qui ont été formées en Afghanistan, au Pakistan et qui ont été envoyées en Afghanistan pour combattre l'Union soviétique. C'était les Moudjahidines ou bien les talibans? Il y avait les Moudjahidines, il y avait aussi Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est quoi? Ça veut dire base de données en arabe. Et c'est une base de données des combattants qui avait été recrutée par Oussama bin Laden. Et ces gens-là étaient financés par les États-Unis, par l'Arabie saoudite et encadrés par le Pakistan pour se battre contre l'Union soviétique qui avait envahi un pays musulman. Donc c'est là que l'idéologie djihadiste sous sa forme moderne, n'est-ce pas, est née. Ces gens-là, maintenant, après avoir vaincu l'Union soviétique, qui a été obligée de se retirer de l'Afghanistan, voilà, sont retournés chez eux. Après, on les appelait Algériens afghans, Égyptiens afghans, Nigériens afghans, etc. Et c'est là-bas qu'ils se sont liés à d'autres groupes qui combattaient leur propre gouvernement maintenant et qui ont commencé à attaquer les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'ils considéraient comme les ennemis de l'islam. Donc je crois que c'est bien important de remettre des points sur les idées. D'où vient cette idéologie? La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que cette idéologie aussi prospère dans des contextes d'effondrement de l'État. Car dans des pays relativement fonctionnels, en général, on n'a pas eu ces problèmes. Il faut voir que l'Irak, par exemple, du temps de Saddam Hussein, qui était un dictateur, ou la Libye du temps d'Al-Kadhafi n'était pas confrontée au terrorisme. Mais après l'effondrement de l'Irak, de l'Afghanistan, c'est là que ces pays ont commencé à être confrontés au terrorisme. Et on peut citer d'autres exemples. La Somalie, n'est-ce pas? C'est après l'effondrement de la Somalie, de l'État, que les Shabab ont commencé à prospérer là-bas. La Libye, pareil. Le Nigeria aussi est un pays, donc... il vivait mieux sous ce qu'on appelait la dictature. Il vivait mieux qu'aujourd'hui avec l'anarchie qui a suivi. Voilà. Donc regardez la Syrie aussi, où l'État islamique est en train de prospérer. Donc on ne peut pas expliquer ces mouvements tout simplement par l'idéologie salafiste djihadiste. C'est-à-dire cette idéologie les inspire, mais les groupes qui, n'est-ce pas, prennent les armes et s'organisent et qui, n'est-ce pas, créent l'insécurité, ces gens-là prospèrent en général là où il y a effondrement de l'État et souvent suite à l'invasion occidentale. C'était le cas en Libye. La Libye, donc Kadhafi a gouverné la Libye 43 ans, c'était un dictateur, mais quand même la Libye était relativement stable. Mais après l'intervention de l'OTAN qui a détruit donc la Libye, en tout cas le système sécuritaire, c'est là que le Sahel a été confronté aux problèmes sécuritaires actuels. Pareil pour l'Irak, pareil pour la Syrie, etc. Donc il faut bien voir qu'il y a une responsabilité des puissances occidentales dans cette dissémination du terrorisme. Et bien sûr que aussi maintenant la plupart des experts militaires sont d'accord qu'il ne peut pas y avoir seulement une solution militaire à ces problèmes-là, donc qui sont devenus extrêmement complexes, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi en Syrie d'ailleurs on propose maintenant une solution quand même du dialogue, de la réconciliation. Est-ce que ça montre également que la plupart des pays en tout cas d'influence, qui sont influencés par l'islam confrérique sont jusqu'ici épargnés de ce terrorisme, de ces attentats, particulièrement en Afrique de l'Ouest? Et ça veut dire qu'il faut aussi essayer aujourd'hui de développer cet islam confrérique, parce qu'on avait déjà dit soufisme, chiite, sunnite, mais cette différence devait être une richesse. Est-ce que l'Afrique occidentale a mieux compris que la différence devait être vraiment une richesse? Bon, moi je pense que effectivement cette idéologie qu'on appelle salafi djihadiste est liée, n'est-ce pas, à l'expansion de la violence politique et la violence terroriste. Et je ne connais pas de groupes soufis, tidjane ou qadiri qui sont des groupes terroristes. En tout cas, je n'en connais pas, moi. Ça existe. Donc c'est vrai que ces religions et le système
de contrôle social qu'ils ont mis, ces conflits, les systèmes de contrôle social qu'ils ont mis en place ont contribué largement à pacifier et stabiliser ces pays, en tout cas au XXe siècle. Donc je suis de cet avis. Cela étant dit, la seule prédominance de l'idéologie salafiste n'explique pas le djihad aussi, ou en tout cas sous sa forme moderne. Il faut aussi tenir compte des interventions extérieures, des griefs que les gens, certains de ces militants formulent à l'encontre des Occidentaux pour leur politique, notamment au Moyen-Orient. D'expansion. Donc, parce qu'on parlait tout à l'heure donc de cette évolution, mais M. Ibrahim Sall, parce que aussi quand M. Ousmane Omar Khan cite d'autres centres au-delà de Tombouctou, il y a aussi la Sénégambie, l'université aussi de Pire, des centres qui ont eu à former peut-être de grands érudits, et comme l'a souligné Ousmane Omar Khan, ces grands érudits aussi ont formé d'autres, et jusqu'à présent, vraiment on ne regrette pas de voir cette idéologie continuer, parce que ça a réussi à pacifier une grande partie, en tout cas, c'est l'islam confrérique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des freins encore à cet islam confrérique par rapport à son développement, à son évolution et son intégration dans l'enseignement qui vous intéressez souvent? Oui, je pense que c'est très important comme question. Mais je voudrais juste une minute sur ce que le professeur Khan disait sur l'historique le rôle qu'a joué l'effondrement de l'État, les facteurs extérieurs, parce qu'il est important d'avoir une approche d'économie politique en fait de ça. Regardez quelles sont les questions politiques évidemment, puisqu'une des choses qu'on a compris maintenant et dans la littérature, c'est qu'il ne suffit pas de dire que il y a pauvreté et donc il peut y avoir problème, ou même l'effondrement de l'État. Mais autour de ça, là, c'est toutes les questions de dignité, d'humiliation qui sont liées à ça. Là. Parce que les gens qui s'engagent dans le terrorisme aujourd'hui, les pays qui envoient le plus de combattants en Syrie, et beaucoup qui viennent d'Occident, des pays occidentaux, là, des jeunes pays occidentaux, et qui n'ont pas de problème de survie, qui y vont. Et pourquoi ils quittent le confort de l'Occident pour aller combattre dans cette guerre? C'est pas seulement pour des raisons matérielles, c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs donc au-delà même des pays où le fondement a eu lieu, il y a une espèce d'humiliation que les gens vivent dans plusieurs parties du monde aujourd'hui qui les pousse à réagir d'une certaine manière. C'est par les accoutrements, les vêtements qu'ils portent, c'est par une certaine manière de s'affirmer et de proclamer sa religion. Ça fait partie d'une forme de résistance. Ça a été établi. La deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est que les questions économiques restent importantes quand même. Parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre totalement ce qui se passe dans le nord du Nigeria, autour du lac Tchad aujourd'hui, si on ne voit pas la crise environnementale, la crise économique qui a existé, et que si certaines personnes peuvent s'engager encore dans ce combat-là, c'est parce qu'effectivement il y a des raisons matérielles qui interfèrent également là-dedans. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une vision un peu plus complexe de ce qui est à l'origine de ce phénomène-là, et de voir comment maintenant c'est instrumentalisé, parce qu'au-delà de ces espaces dont on parle aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder le delta du Nigeria. Il y a une guerre larvée depuis très longtemps, et qui vient du fait que les populations qui vivent dans le delta du Nigeria sont bien conscientes du fait que c'est là où il y a le pétrole, l'essentiel du pétrole du Nigeria. Mais dont l'exemple du Soudan aussi, Sud-Soudan. Exactement, dont les gens ne profitent pas, et que c'est des multinationales qui viennent pomper le pétrole et puis polluer l'environnement et détruire les moyens de vie qui existent. Et donc ça provoque des réactions face à l'incapacité de l'État justement d'apporter des réponses par rapport à ça, de contrôler. Donc ça, je pense que c'est important. Maintenant, sur l'islam soufi, je suis d'accord avec ce que disait le professeur Khan. Il y a une certaine montée des réformistes en fait. Bien chez nous, on voit de plus en plus de jeunes qui sont un peu fascinés par certaines versions de l'islam qui sont plus proches de ce que les wahhabistes et les salafistes disent. Et ça reste encore marginal, mais ça existe. Alors, il faut comprendre pourquoi. Et je pense que l'ordre soufi, c'est pas seulement aussi la question du contrôle, c'est aussi des formes de solidarité, c'est des mécanismes qui permettent à ce qu'il y ait une certaine cohésion sociale qui reste, et que c'est des systèmes dans lesquels des redistributions se font,
il y a un sens que les gens ont par rapport à leur existence et par rapport à la vie. Et effectivement, on est socialisé dans ces milieux-là et la tentation de céder à des attentats terroristes devient beaucoup plus importante. Alors maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit par les universités qu'on arriverait à perpétuer ça ou par d'autres mécanismes. Je crois que les universités ont un rôle de formation, d'éducation. Ils devraient s'intéresser à toutes ces questions-là. D'abord par la recherche. Je pense que le rôle des universités, surtout les universités de recherche, c'est vraiment de nous encourager à continuer à creuser davantage, à mieux comprendre, à mieux connaître en fait, à la fois l'histoire et la doctrine même, qui est souvent très mal connue, et également à transmettre justement le savoir par tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais également le faire aujourd'hui, et surtout les universités dites islamiques, il faut refaire en prenant en charge aussi les questions relatives au professionnalisme et à tout ce qui permettrait aux gens justement de ne pas apparaître comme des incompétents ou des gens incapables de faire certaines choses parce qu'on est allé à certaines écoles. Il faudrait, parce que c'était un peu ça qui permettait très facilement de faire une ségrégation entre les intellectuels africains qui ont étudié dans les pays arabes et les autres, quoi. On avait fait une association entre étudier dans ces pays-là et avoir une certaine maîtrise de la religion, mais de ne pas savoir être un bon comptable, par exemple, ou un bon ingénieur de ceci ou de cela. Donc il faut falloir que les institutions d'études islamiques, de ce point de vue-là, j'ai utilisé le terme, se modernisent, autrement dit qu'ils sachent utiliser tous les moyens qui sont à la disposition de l'humanité aujourd'hui, technologiques, que l'on maîtrise la technique, que l'on maîtrise les moyens d'organisation les plus modernes aujourd'hui. Et ça permettait, je pense même, de mieux vivre sa religion et de pouvoir négocier davantage justement avec tous les interlocuteurs. Parce que tant que sur le plan technique on peut être pris en défaut, on aura plus de mal à affirmer en fait notre originalité. Ibrahim Sarr. Professeur Ousmane Omar Kane, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quand on pose la question à qui profitent ces attentats, on peut dire que l'islam n'a pas été laissé en rade, comme le disait l'autre, que la guerre même est une bonne chose parce qu'on en tire des leçons. Aujourd'hui, vous avez dit qu'après les attentats, les Occidentaux intéressés par la recherche arrivent à embrasser la religion musulmane parce qu'après les recherches, ils trouvent la réalité, la vérité. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui qu'il faut, comme vous, précéder ces gens-là sur le terrain de la propagation de l'islam, s'intéresser vraiment à la recherche, mais également essayer de propager cette idée de l'islam? Bon, je ne suis pas sûr qu'il y a une forte propagation en Occident, mais il y a une diaspora musulmane très importante, car il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans les années 60 et 70, une forte migration en provenance des pays musulmans vers l'Occident, donc l'Europe de l'Ouest, puis aussi les États-Unis. Il y a des dizaines de millions de musulmans maintenant. Il y a une deuxième et une troisième génération. Il y a aussi des Européens et des Occidentaux qui se convertissent à l'islam. Alors, mais l'objectif, n'est-ce pas, de l'enseignement de l'islam après le 11 septembre, c'est bien sûr pour éduquer les populations, pour qu'ils comprennent déjà, mais aussi pour corriger l'image négative de l'islam, n'est-ce pas, comme une religion de violence, des idées arrêtées. Car les Occidentaux ont beaucoup de préjugés. Donc, par exemple, après le 11 septembre, il y a beaucoup d'Américains qui avaient acheté le Coran parce qu'ils voulaient comprendre pourquoi est-ce que les tours jumelles ont été détruites par des musulmans, entre guillemets, n'est-ce pas? Car ils pensaient que s'ils ouvrent le Coran, ils vont trouver un verset qui leur permet de justifier ça. Ça, c'est le préjugé. Et comparez maintenant avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Le président Bush avait dit qu'il menait une croisade, crusade en anglais. Les États-Unis ont attaqué l'Irak, qui n'avait pas attenté à la vie d'un seul Américain. On détruit ce pays, mais il ne viendrait pas à l'idée des Américains qu'ils doivent acheter l'évangile pour pouvoir comprendre pourquoi le président Bush a dit qu'il allait mener une croisade là-bas. Donc, c'est-à-dire que pour ce qui est des musulmans, ils pensent que l'explication est toute faite. Il suffit d'ouvrir le Coran et de chercher là où il y a un djihad, de l'interpréter comme ils veulent pour dire que donc voilà ce qui est expliqué. Mais quand les Occidentaux commettent des atrocités beaucoup plus graves ailleurs, n'est-ce pas, ils pensent que ça obéit
considération nationale, etc. Et on sait que donc, tout le monde savait que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive, que c'était sous des faux prétextes qu'ils avaient attaqué l'Irak. Donc il faut donc que les Occidentaux apprennent à mieux comprendre l'islam, n'est-ce pas? Il faut que les musulmans aussi comprennent mieux les Occidentaux et il faut promouvoir une culture de paix et de coexistence. Je crois qu'ils en sont conscients, les Occidentaux en sont conscients, les musulmans aussi, que le problème du terrorisme ne sera pas réglé, le terrorisme ne peut pas être éradiqué sur le plan militaire, donc il faudrait, par l'éducation, essayer de comprendre quels sont les problèmes et comment on peut y remédier. Et je pense que donc, le fait que l'enseignement de l'islam se développe en Occident répond à cette demande, mais aussi au fait qu'il y a des millions de musulmans qui vivent en Occident maintenant et qui veulent aussi comprendre leur religion et qui veulent aussi, n'est-ce pas, se créer un espace musulman en Occident. Car maintenant, il y a des mosquées, des centres, des universités islamiques. C'est-à-dire que les musulmans ont vraiment acquis droit de cité dans les pays occidentaux. Bien sûr, il y a des résistances, il y a des campagnes d'islamophobie, des attaques contre les mosquées et tout ça. Mais en tout cas, l'enseignement de l'islam, c'est-à-dire une bonne compréhension de l'islam est ce qu'il faut. Et bien sûr comprendre que le terrorisme, n'est-ce pas, en tout cas les groupes djihadistes restent une minorité, car la population musulmane mondiale est de plus d'1,5 milliard. Et les terroristes se comptent en quelques centaines de milliers. Donc ils ne représentent même pas je ne sais pas moi, un 10 millième de la population musulmane. Ils restent une minorité, mais les actes qu'ils perpètrent, n'est-ce pas, ont un grand impact parce qu'ils créent l'actualité. Il faut comprendre donc que l'islam, déjà parler de l'islam comme une religion violente sur la base des actes que commettent seulement une infime minorité, un 10 millième ou un 15 millième de la population musulmane mondiale, je pense que c'est déjà erroné. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment éduquer le public occidental notamment pour mieux comprendre l'islam, la religion musulmane. Est-ce que, Ibrahim Assal, parce que l'islam a toujours répondu à la provocation, mais souvent par le verbe, par les écrits, comme le fait le professeur Ousmane Kane, comme d'ailleurs le conseil de l'islam, on essaie donc de combattre l'injustice par la langue, par la main ou par le cœur. Mais en fait, est-ce qu'au plan des moyens aussi, si l'islam était mieux organisé pour financer des recherches, comme le fait l'Occident, est-ce que ce ne serait pas vraiment la meilleure manière pour mieux répondre? Parce qu'en fait, ils ont les idées, mais pour concrétiser ces idées aussi, ils ont besoin d'aller faire des recherches dans des bibliothèques, et l'accès n'est pas toujours facile. Au plan des financements, est-ce que l'islam s'illustre vraiment d'une manière que le Codestria aujourd'hui peut évaluer? Je pense que la recherche est le parent pauvre de tout ça là. Malheureusement, ce n'est pas seulement par l'islam, en Afrique en particulier, on ne finance pas la recherche. Et ça, c'est ça le grand drame. On ne peut même pas, pour avoir ça, là, ce travail-là, il aurait été bien que ce soit des Africains qui le financent, parce que certaines des choses dont ils parlent, c'est de notre histoire qu'il s'agit. C'est l'histoire des Africains, c'est l'érudition en Afrique. En fait, l'ouvrage est une excellente contribution à l'histoire de l'enseignement supérieur et l'histoire de l'érudition tout court en Afrique. Je pense que c'est ça qu'il faudrait voir. Et ça, là, le financement islamique de ça, à ce que je sache, est très limité ou inexistant. En tout cas, il est très très limité s'il se fait. C'est pas dans des proportions importantes. Et l'autre recherche non plus n'est pas financée. Nous, on aurait bien aimé, sous le programme à l'initiative arabophone, lancer d'autres groupes de recherche qui réfléchissent sur tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, on est interpellé, on est obligé de regarder de plus près et d'avoir des formes d'intervention et maîtriser tous les défis méthodologiques liés à la recherche sur le terrorisme aujourd'hui. Parce que c'est extrêmement difficile de faire une recherche scientifique valable sur le terrorisme. Et on doit le faire pour mieux le comprendre. Deuxième chose, je pense que les pays musulmans, comme les pays africains aussi, je dirais, il faudrait qu'on se regarde nous-mêmes et que l'on fasse le nécessaire pour régler nos problèmes. Les problèmes d'économie, les problèmes de gouvernance, les problèmes de développement, les problèmes d'inclusion, les problèmes d'infrastructure pour tout le monde. Et on se fait beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Des groupes sociaux entiers sont épinglés ou mis au banc de la société pour une raison ou pour une autre.
En Afrique, on peut avoir ses ancêtres ici, et puis après un jour se réveiller pour s'entendre dire que non, vous n'êtes pas d'ici parce que vos grands-parents viennent de tel pays ou de tel autre pays, quoi. Et ça, c'est des problèmes de citoyenneté, d'appartenance à des communautés locales qu'il faut surmonter. Il faut trouver des solutions donc, à nos problèmes de développement, à nos problèmes de gouvernance, à nos problèmes de cohabitation. Et le point de départ de nos discussions, c'est de dire que finalement, le préjugé qui consiste à dire que les Africains ne savent pas vivre ensemble, il est faux. Il y a beaucoup dans notre histoire et dans les expériences diverses qui montrent que non, les séances et les communautés savent se gérer. Ils ont beaucoup plus de choses qui les lient, et surtout comme dans les pays où il y a une majorité très forte musulmane, où si on vivait vraiment les valeurs de l'islam, on n'aurait pas eu de problème entre nous. Et il y a beaucoup de cas où ça se passe très bien. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à éduquer les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils soient des citoyens et des patriotes africains véritables, et que l'on sache également nous organiser de telle sorte qu'il ne soit pas aussi facile que des forces viennent d'ici ou d'ailleurs pour perturber l'ordre établi. Perturber l'ordre établi ou nous manipuler d'une manière ou d'une autre, ou alors pour exploiter les ressources de nos pays et laisser nos populations en souffrance par rapport à ce qu'il y a. Et les forces peuvent venir de plusieurs. Mariama Niang. Moi, il y a un point que j'aimerais bien soulever avec vous, c'est le point de l'esclavage. Je pense que vous en parlez beaucoup dans votre livre. Et en fait, à un moment donné, j'étais très intéressée quand vous dites que, quand vous parlez de la question posée à Ahmadou Bamba sur Ahmed Baba. Ahmed Baba. Oui, c'est ça. Et sur le fait que ce soit les Noirs qui soient tout le temps assujettis. Oui, Ahmed Baba Tombouctou est donc un intellectuel originaire de Tombouctou, qui a beaucoup écrit, qui avait été arrêté à Tombouctou après 1591, lorsque les Marocains ont envahi l'Empire Songhai. Et donc cette invasion a conduit à l'effondrement de Songhai. Et les Marocains à l'époque avaient emprisonné un certain nombre de lettrés, avaient pris un certain nombre de lettrés de Tombouctou qu'ils ont amenés au Maroc. Ils ont aussi confisqué leur bibliothèque. Et Ahmed Baba disait à l'époque que sa bibliothèque était la plus petite et il avait 1600 livres. C'est dire donc que et on parle de 1591, c'est-à-dire de la fin du XVIe siècle. C'est dire donc de la fin du XVIe siècle. C'est dire donc que cette tradition d'érudition et d'écrit est très ancienne. Donc il est allé au Maroc où il a été emprisonné pendant de nombreuses années, puis après il a été libéré, il a enseigné, il a beaucoup écrit, et un certain nombre de Marocains lui avaient écrit pour lui demander des questions sur l'esclavage. Et il y avait une de ces questions où on a parlé de la malédiction de Noé, c'est-à-dire que les Noirs sont esclaves parce que leur grand-père, leur ancêtre, qui était un des fils de Noé, avait vu son père se baigner nu, et c'est pour ça qu'il a été maudit par son père, et c'est ça l'origine de l'esclavage des Noirs. Et donc Ahmed Baba l'a réfuté en disant que cela n'a absolument aucun fondement, et donc il a donné des arguments beaucoup plus scientifiques sur ce qui expliquait les différences de couleurs, que les enfants de Noé ont immigré dans différentes parties du monde. Ceux qui sont allés au nord sont devenus blancs, ceux qui sont allés au centre sont devenus un peu rouges, ou en tout cas de teint bronzé, alors que ceux qui sont allés beaucoup plus au sud sont devenus donc de race noire, ont eu la peau noire. Donc c'est dire qu'à l'époque, il répondait donc avec des arguments très très solides donc les questions relatives à l'esclavage. Mais pourquoi quand même on a ce sentiment toujours que dans l'histoire, c'est toujours les Noirs qui se sont fait assujettir? Bon, il faut dire que le mot esclave vient de slave. En anglais on dit slave. Et ça, donc ça ne vient pas des Noirs. Donc ça veut dire que l'esclavage n'était pas spécifique aux Noirs. Ce sont les Slaves qui étaient assujettis à l'époque. Mais c'est vrai que l'Afrique a été le continent qui a vraiment fourni des esclaves pendant très longtemps. Il y a eu la traite orientale qui a duré plus d'un millénaire, n'est-ce pas, où des millions d'esclaves ont été pris et envoyés en Afrique du Nord, ou
ou en Orient, puis il y a la traite atlantique qui a été en fait beaucoup plus, comment dire, intense, car c'est essentiellement, c'est du 15e au 19e, mais c'est surtout au 17e et 18e siècle qu'il y a eu des millions de personnes qui ont été déportées, mais l'esclavage aussi détruisait les sociétés africaines, car on réduisait à l'esclavage des gens qui traditionnellement n'étaient pas des esclaves. Et cette forte demande d'esclavage transatlantique a continué à stimuler la traite et donc saper les fondements économiques, moraux, politiques, sociaux de ces pays africains. C'est vrai que nous avons fourni de l'esclave à toutes les régions du monde, mais l'esclavage n'était pas spécifique seulement au Noir. Il y a d'autres régions du monde aussi où l'esclavage était pratiqué. Aujourd'hui, par exemple, on voit en Mauritanie qu'il y a encore peut-être un peu d'esclavage et qu'il y a même des personnes qui dénoncent cet esclavage. Et souvent, on voit des justifications qui nous viennent de la religion. Il faut franchir des esclaves pour réparer certaines fautes dans la charia. Les gens exploitent peut-être abusivement ces versets pour continuer cette pratique. Voilà, parce que la manumission qui est différente de l'abolition. Manumission, ça veut dire libérer un esclave, c'était considéré comme un acte pieux, alors que l'abolition, c'est de dire que l'esclavage doit être complètement aboli. Mais je crois qu'au moment où ils en sont actuellement en Mauritanie, ils sont conscients de la nécessité d'abolir l'esclavage et que même parmi les lettrés musulmans très érudits, j'ai vu des gens qui ont dit que l'esclavage, ça n'existe plus, c'est-à-dire qu'ils ne cautionnent pas l'esclavage. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a des régions où je disais que peut-être entre 80, je ne me souviens plus des chiffres, en tout cas, qu'il y aurait peut-être 80 000 ou plus de personnes qui sont dans des situations, n'est-ce pas, de non-liberté. Mais aussi, il faut dire que les formes d'esclavage à l'époque moderne existent au-delà de la Mauritanie et ailleurs. Et il y a des ONG qui pensent que le nombre, c'est-à-dire que dans le monde moderne aujourd'hui, il y a plus de personnes qui vivent dans un état semi-esclavagiste qu'il n'y en a eu dans l'histoire, ce qu'ils appellent slavery-like conditions en anglais, et qu'il y a 35 millions de personnes, soit qui sont des prostituées, qui sont forcées à se prostituer, des enfants qu'on fait travailler, ou des personnes qui sont trafiquées. Voilà. C'est-à-dire que ce problème se pose effectivement, le problème de personnes qui n'ont pas vraiment de liberté et qui vivent dans des conditions proches de l'esclavage. Ça se pose au-delà même, c'est-à-dire des pays où l'esclavage formel est pratiqué, n'est-ce pas? Dans les pays occidentaux, etc. Par exemple, les prostituées, les personnes qui ont été trafiquées, qui vivent, qui sont privées de leur liberté. Et dans certains pays du Golfe, on sait que certains travailleurs qui arrivent, on leur confisque leur passeport, on leur fait travailler dans des conditions terribles. On lit dans la presse qu'il y a des Sénégalais qui n'ont plus de salaire parce que la société Al-Hariri qui les avait recrutés a fait faillite. Je crois que c'est bien ce qu'on a dit dans la presse. Donc ça veut dire que le problème de l'esclavage, ou en tout cas de ce qui ressemble à l'esclavage, est un problème sérieux qui continue à se poser dans le monde moderne. Et il y a des ONG qui se battent pour l'éradiquer. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. Je pense que à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui et qu'on a entendu, l'espoir est permis et que l'islam à chaque fois a subi des assauts. Mais c'était presque l'apogée encore, et aujourd'hui on a vu que l'héritage n'est pas menacé. Des hommes comme vous donc qui s'intéressent à la recherche pour au moins vulgariser la pensée islamique, des centres qui continuent à financer ces recherches. Ce n'est pas toujours facile, mais à chaque fois donc vous persistez et que vraiment c'est une volonté particulière, et cela aussi c'est à saluer au niveau continental, puisque c'est l'Afrique qui avait donc son école et que beaucoup voulaient enterrer. C'est pour donc mettre en exergue une certaine civilisation et pour montrer que l'Afrique n'avait pas de civilisation, mais en vérité, on a vu que l'histoire remonte à des dates que les gens même ignoraient et que vous avez eu le soin quand même de faire la recherche. Ousmane Omar Kane, je vous remercie. Je remercie également Ibrahim Sall, qui est le secrétaire général du CODESRIA. J'étais en compagnie de Maria Magnas.